Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux. Désolé, certains sont encore debout, mais on va leur trouver de la place. J'espère que vous êtes bien assis. On est là pour une petite heure, échanger sur... Oui, donc je suis Sébastien Coinon, je peux me présenter, associé aujourd'hui du nouveau fonds Teampact Ventures. Dans le passé, je sévissais notamment sur BFM, où j'ai entre autres créé Tech & Co, donc où j'ai reçu quelques entrepreneurs à l'époque, j'en reconnais 2-3, dans la salle. Donc on est ravis de vous avoir ce soir pour prendre un peu le pouls de ces startups, le pouls de l'investissement. Vous n'êtes pas sans savoir que voilà, ces derniers mois, les levées de fonds se font plus rares sur des valos un peu plus difficiles, un peu inférieurs. Et voilà, certaines d'ailleurs startups n'arrivent pas à lever de l'argent. On en parle donc ce soir avec notre panel que je vais vous présenter dans une seconde. Panel exceptionnel, vous l'avez sûrement vu dans l'invitation qui vous est parvenue récemment. Échange que j'ai de la chance de modérer ce soir à l'initiative de The Box et The Box, l'accélérateur de CMA CGM pour ceux qui ne connaissent pas encore, et Madines, la rédaction de Medias avec laquelle j'ai eu le plaisir de préparer cette soirée. Et bien écoutez, on va démarrer sans plus attendre, je vais arrêter de parler et faire monter sur scène nos 4 premiers intervenants, Rodolphe Saadé, Clara Chapaz, Xavier Niel et Nicolas Dufourc. On les encourage. Bonsoir à tous les 4. Vous avez normalement tous un micro qui fonctionne sur votre siège. Peut-être première question pour vous, Rodolphe. Donc vous présidez CMA CGM, on connaît l'entrepreneur. Je sais que vous êtes également passionné d'innovation. Ça, certains peut-être vont le découvrir ce soir, même si ça fait quelques années que vous investissez à titre personnel ou à travers des véhicules corporate via CMA CGM. Déjà, première question, toute bête, pourquoi on est réunis ce soir? Pourquoi vous avez tenu aussi à ce que Clara, Xavier et Nicolas soient autour de nous? Merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation ce soir. Je suis impressionné par le nombre que vous êtes. Donc ça veut dire que finalement, ce qu'on va vous dire vous intéresse un minimum. Donc merci d'être venus et je remercie aussi Nicolas, Clara et Xavier d'être présents ce soir. C'était important qu'eux aussi soient là parce que je considère que quand on parle de digital, ils ont quand même un poids conséquent. Moi, ce que je voulais, c'était passer un moment avec vous, essayer de comprendre un peu quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, parce que c'est vrai que le monde de la tech subit aussi les difficultés mondiales. Il y a des hauts et des bas, et là, peut-être qu'on est dans une période un peu compliquée. Ensuite, vous dire qu'on est là pour essayer de vous aider durant cette période un peu compliquée, non seulement en finançant, mais également en essayant d'échanger des idées, en essayant de vous encourager à venir à Marseille, où on a aussi un écosystème de start-up, peut-être un peu moins nombreux que vous ce soir, mais il y a quand même un écosystème de start-up qui est en train de se développer. Et puis également vous dire qu'on a besoin de vous pour réfléchir sur différents sujets. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors j'ai appris quelque chose aujourd'hui grâce à Véronique, donc merci pour les conseils et cette start-up et cette initiative que vous êtes en train de mener. Donc c'est un échange avec vous et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ensemble, comment on peut vous accompagner dans cette période. Le but n'est pas uniquement de revendre sa start-up dès qu'elle aura gagné beaucoup d'argent, mais d'essayer de continuer à avancer. Je rassure l'audience, vous allez découvrir Véronique aussi dans un deuxième temps, même s'il vient d'échanger avec Rodolphe à l'étage au-dessus. On est ravis donc d'avoir donc 2 entrepreneurs juste après ce premier échange et un investisseur focalisé sur le climat, voilà, Gaëtan qui lève la main. Ça va se faire en 3 temps, effectivement, à 3 gros quarts d'heure, on va dire. Premier échange tout de suite, second temps avec des entrepreneurs et investisseurs, et puis Q&A à la fin, donc vos questions et leurs réponses. J'allais dire nous, et moi je réponds à pas grand-chose ce soir. Clara, peut-être première question pour vous. C'est vrai que Rodolphe, il faisait allusion, c'est un peu moins facile de lever de l'argent là depuis quelques mois. On a vu Q1, c'est quoi, quasiment divisé par 2. Allez, on va faire simple. Les levées de fonds en valeur, même si on dézoome depuis 10 ans, ce qui s'est passé est exceptionnel. On a la chance notamment d'avoir Xavier à votre gauche qui a participé aussi à l'essor de cet écosystème. Ouais, je pense qu'il faut regarder en effet les choses dans leur ensemble. Ce qu'on voit, c'est que le contexte des levées de fonds a changé. Je pense que tous les entrepreneurs dans la salle l'ont bien compris et depuis quelques mois maintenant,
la question de la rentabilité est une question qui s'est imposée de manière très forte sur la perspective de levée des startups, qui est un peu différente de la situation qu'on a connue avec l'emballement de la digitalisation qui a été due au Covid, tout simplement, du fait qu'on s'est tous retrouvés enfermés dans des pièces et que un certain nombre d'usages ont accéléré d'une façon extrêmement rapide. Mais ces usages sont là pour rester. Donc on est aujourd'hui sur un rééquilibrage, disons, mais avec un système qui n'est pas à l'arrêt, un système qui continue. Quand on regarde en nombre de levées et non en valeur de levée, sur le Q1 2023, on est finalement au même nombre de deals que l'année dernière. Donc, on est sur un écosystème qui continue d'avancer. Et quand on regarde aussi et qu'on dézoome au niveau européen, on reste sur ce Q1 2023 le premier pays en termes de levée de fonds. On est toujours devant l'Allemagne. Pas de très loin, à peu près 2 milliards contre 1,9, je vous l'accorde. Mais on est loin d'être à l'arrêt. On est sur aussi l'aube d'une révolution technologique. Tu parlais de l'intelligence artificielle, le quantique. On a des très très belles boîtes qui d'ailleurs lèvent des sommes conséquentes. Je pense à Pascal qui a levé 100 millions au Q1. Bien sûr, on pourrait parler du cloud, de la 5G, mais aussi de toute la révolution dans la biotech, l'agritech, tous les secteurs stratégiques portés par le plan France 2030 que déploie la BPI. Donc Nicolas vous en parlera certainement. Toutes ces technologies, elles se construisent maintenant, et c'est finalement dans ces moments un peu difficiles que je pense qu'on a collectivement un rôle à jouer autour de cette table. L'État pour toute la dynamique d'accompagnement, la BPI bien sûr pour le financement de l'État qui participe énormément dans ce moment, et bien sûr les acteurs privés. Et je me réjouis de voir que des acteurs comme Rodolphe, CMA CGM, Xavier Niel qu'on ne présente plus, sont toujours au rendez-vous pour soutenir cet écosystème parce que les talents on les a et le potentiel est là. Nicolas, si on reste sur le public quelques instants là, pour une fois, il y a un truc, enfin pour une fois. Là, quelque chose de top-down, la French Tech, il y a 10 ans, a bien fonctionné. On a réussi à marketer ce truc un peu à l'israélienne, d'y aller en meute, d'échanger des bonnes pratiques, etc. Et au final, ça a fonctionné. Ah oui, ça, je crois qu'on peut célébrer cette énorme victoire du drapeau et du marketing national. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait en fait? On a eu de la chance, puisque dans l'hiver 2012-2013, il y a eu les pigeons, que je célèbre, ils sont tous là encore, hein, certains d'entre eux, n'est-ce pas? Certains ont perdu des plumes, mais ils sont toujours là. Vous avez joué un rôle absolument considérable, puisque vous avez révélé l'existence d'une force sociétale qui portait un projet collectif. Ça a énormément impressionné les médias, qui avaient besoin de ça, et qui s'en sont emparés. Là-dessus, avec Fleur Pellerin, on a inventé la French Tech, littéralement sur le retour d'un voyage en Israël, en se disant ça peut plus durer, on va pas accepter longtemps que Israël soit le seul pays à prétendre être une start-up nation. Donc on a dit on va l'être aussi, et on va le brander, et ça a pris la forme de la French Tech et du coq rouge. Hein, et c'était le slogan de l'époque, la France est une Californie qui s'ignore. Et puis là-dessus sont arrivés les effets multiplicateurs quand même massifs de la BPI, on va le dire, hein, qui ont permis à la banque d'investir des sommes dans les fonds de venture capital français, qui étaient mûrs, hein, ils étaient mûrs, mais des sommes qui étaient très supérieures à ceux dont ils avaient l'habitude jusqu'ici. Voilà, donc tout ça a formé, au fond, une recette qui est celle que on aimerait on est en train de dupliquer sur la French Touch. C'est ici qu'on fait nos événements réguliers, hein, donc ça c'est le coq orange et ça marche. Et j'ajoute que dans la recette, il y a un quatrième point qui a énormément joué, c'est le CES de Las Vegas. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement sur lequel les médias pouvaient se concentrer et mesurer année après année la progression de notre influence. Hein, et c'était le cas. Alors ensuite, avec un portage politique énorme, la mission French Tech, les ministres successifs, dont le président de la République, le ministre à l'époque, etc. Tout ça a joué un rôle fondamental. On peut rajouter aussi les grands événements de la BPI dès l'année 2013, hein, toujours inaugurés par Xavier au Big. Voilà, c'est ça qui a marché. Hein. Quitte à en faire trop parfois, typiquement au CES, parfois on a dit tiens la French Tech, oui, on en fait un peu trop, Basse-Normandie, Haute-Normandie, etc. On se déplaçait en meute. Quand on est un pays de taille raisonnable, comme c'est le cas de la France, soit on fait rien, soit on fait big. Sinon on nous entend pas. Hein. Donc c'est ce qu'on a fait sur la French Tech. C'était un peu l'idée de Station F, Xavier, je crois. Oui, ben voilà. Alors ensuite il y a la Station F qui est très important. Mais c'était aussi ce qu'on a fait avec BPI. Hein. On a fait big. Enfin, on se promène souvent à l'étranger avec Nicolas, ils hallucinent.
de voir la capacité qu'a eu un État de créer un établissement privé qui gagne de l'argent. Enfin, je veux dire, t'investis pas, vous investissez, non mais beaucoup, on n'ose pas le dire. On a honte de gagner beaucoup d'argent maintenant, mais donc qui a été extrêmement rentable et qui a déployé d'une manière forte, folle, et à créer et je crois que tous collectivement, mais avec toutes les initiatives qui ont pu exister, on a poussé des gens vers l'entrepreneuriat. Et c'était ça l'idée. Enfin, Nicolas, tu propages cette idée-là bien mieux que je ne peux le faire. C'est comment on transforme ce pays de fonctionnaires en un pays d'entrepreneurs. Alors il faut des deux pour que ça marche, mais on essaye de renverser le truc. Et quand on est à l'international, et encore une fois souvent avec Nicolas, le mot entrepreneur, c'est un mot qui est utilisé dans toutes les langues. C'est un mot français. On était un peu ridicule d'être le pays en Europe avec pas beaucoup d'entrepreneurs, alors que sur la terre entière, on utilisait ce mot-là. Donc on a tous propagé cette idée-là, et à un moment, le fait que cet écosystème grossisse, devienne aussi important, fait que il y a 10 ans ou 15 ans, on en connaissait les limites, on se connaissait tous, etc. Enfin, c'était un truc complètement fermé. Et là, c'est tellement tentaculaire qu'à la fin de l'année, on peut voir des levées de fonds de 100 millions d'euros sur des startups françaises dont on n'a jamais entendu parler. Et donc, c'est devenu un système tentaculaire. On a eu l'arrivée de fonds internationaux qui a aussi tout changé. C'est-à-dire que soudainement, les gens se sont dit, on n'investit plus seulement. C'était le cas il y a une dizaine d'années, on n'investit plus à 10 km de Stanford. On s'est mis à investir il y a 5 ans ou 7 ans à 200, 300, 400, 500 km jusqu'à Los Angeles, même parfois New York. Et puis à un moment, les fonds ont compris qu'il y avait une forme de globalisation. On pouvait trouver des entreprises partout dans le monde dans lesquelles on était capable de produire un retour. C'est un peu moins vrai depuis quelques mois, notamment les Américains, ils ont un peu déserté le marché là. Non, si on prend des gens comme Benchmark qui avaient commencé à venir en France, ils n'ont jamais autant investi en Europe au cours des 12 derniers mois. Ils ont investi dans 3 startups en Europe. Ce qui, pour eux, qui investissaient vraiment, dans leur cas, à proximité de la Silicon Valley, de Stanford, un vrai changement. On les retrouve. Après, ils sont plus sélectifs, mais comme on est plus sélectif, c'est ce que tu expliques très bien. Nous, on fait pas moins d'investissements dans des startups. Juste, les valorisations sont plus raisonnables. Vous n'avez pas dit à Jean avec Kima, lève le pied, on passe non, surtout pas. Un investissement par semaine contre 2. On a un souvenir incroyable de nos meilleurs deals qu'on a fait dans les années 2002, 2003, 2004, 2005. C'est une hallucination. Tous les produits qu'on utilise aujourd'hui, les grands produits, c'est à ce moment-là où ils ont explosé. Donc tous les grands succès d'aujourd'hui, toutes les boîtes qui dépassent, la plupart des boîtes qui ont dépassé ou qui dépassent 1 trilliard de valeur, elles ont été créées dans ces moments-là. Donc on sait que c'est le moment où c'est un peu plus sélectif. On va mettre sur des valeurs un peu plus basses, donc on va avoir, quand ça va cartonner, potentiellement un meilleur retour. On va avoir moins de concurrence potentiellement, mais l'argent à déployer, on n'a pas de limite d'argent à déployer. Et franchement, on préfère aujourd'hui faire des tours. C'est tellement plus simple qu'il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. Ouais, pour celui qui investit, pour l'entrepreneur, c'est plutôt 6-12 mois, alors qu'avant c'était en quelques semaines. Si on finance le même nombre d'entreprises, c'est qu'au bout il y a le même nombre d'entreprises financées. Elles ne sont pas au même niveau, elles sont pas au même valo, c'est pas la même concurrence, la même compétition, mais au bout, c'est assez sain, c'est un cycle. On va se dire les choses quand même. 2021, 2022, collectivement, la tentacule dont tu parles avait un peu déconné sur les valos. C'était un peu n'importe quoi. Et elle avait déconné sur les valos, notamment parce qu'il y avait en effet des très grands fonds américains qui débarquaient, qui connaissaient mal l'écosystème, et qui étaient sur le growth, et qui mettaient des tickets tout à fait gigantesques. Et c'est ceux-là, et pratiquement seulement ceux-là qui se sont retirés, hein. C'est-à-dire, c'est du SoftBank, c'est du Tiger, c'est un peu de Goldman, c'est un peu aussi de General Atlantic. On les aime beaucoup, mais enfin, ils ont fait des gros paquets. En revanche, on voit sur des levées deep tech de qualité, comme on l'a dit tout à l'heure Pascal, ou en ce moment Ledger, des fonds américains qu'on connaissait pas, hein. Parce que les fonds américains eux-mêmes changent, l'écosystème américain change, ils se spécialisent de plus en plus, donc on voit, c'est également évidemment beaucoup plus tentaculaire encore qu'ici, mais on voit des fonds qui sont ultra spécialisés sur des verticaux, et c'est ceux-là qui commencent à arriver parce que la deep tech française est ultra attractive. Rodolphe, votre approche, depuis Marseille, mais globale, à l'image de CMA CGM, The Box est déjà présent aux 4 coins du monde, là? C'est vrai que le groupe CMA CGM est présent dans 160 pays et j'ai l'occasion, moi, de me déplacer assez régulièrement. Et ce qui est important à mon niveau, c'est de pouvoir recueillir des idées. Et le meilleur moyen pour faire cela, c'est d'essayer de développer des incubateurs un peu partout dans le monde. Donc, on a commencé par ouvrir un incubateur à Marseille. Ensuite, on en a ouvert un à Washington, un en Guadeloupe. On a ouvert un à Abidjan. On ouvre bientôt à Manchester, à Singapour. L'idée n'est pas de gagner de l'argent avec ces incubateurs, mais c'est d'essayer de donner la possibilité à des gens qui ont une idée de pouvoir s'installer quelque part, d'avoir un ordinateur, un bureau et de pouvoir être dans un cadre où ils peuvent réfléchir. Et s'ils arrivent avec une idée intéressante, on pourrait, nous, à partir de The Box Ventures, qui est
le fonds d'investissement de The Box investir dans leur start-up. Donc là, ce qu'on nous propose, c'est Manchester. Pourquoi Manchester? Parce que je pense qu'il y a plein d'idées qui peuvent être développées tant au Royaume-Uni qu'ailleurs dans le monde, Singapour aussi, et en plus, on a trouvé des partenaires qui financent l'incubateur de Singapour. Donc The Box, si vous avez l'occasion de voyager à l'étranger et vous cherchez où vous loger, The Box peut, si The Box est présent dans le pays où vous êtes, peut vous offrir aussi la possibilité d'avoir accès à un ordinateur, à ce que vous voulez. On vous demandera rien. Tout ce qu'on vous demandera, c'est d'avoir de bonnes idées. Et si elles nous intéressent, on investira. Donc ça c'est pour l'accompagnement, mais pour l'accompagnement, pardon, mais pour l'investissement, à l'image de ce que disait Xavier, vous considérez aussi que c'est un bon moment, un bon timing pour investir. Pas plus tard que la semaine dernière, tous les deux d'ailleurs. Ça me revient maintenant. Vous avez investi dans Brut. C'est vrai. Nous aussi. Qui tient à cœur. PPI, moi décidément. Clara, un petit ticket dans Brut ou pas, non? Non, nous on finance pas, mais on accompagne. Il n'a pas le droit. Qui a beaucoup convaincu Rodolphe. C'est vrai, mais j'en reviens un peu sur ce que disait Nicolas. Il faut quand même que les startups gardent les pieds sur terre. Parce que si elles veulent qu'on investisse, ça sert à rien de taper des valorisations qui sont quand même surréalistes. Pourquoi ça finit par se retourner contre les entrepreneurs? C'est pas tenable dans le temps. J'ai fait un investissement magnifique grâce à Stéphanie Hospital où j'ai mis $75 000 dans une startup qui s'appelle Kelly Networks. Jelly Smack et avant Kelly Networks. Et donc, ce qui fait que là, ça a été le carton. Mais ça marche pas à tous les coups. Non, c'est le principe des startups. Dommage, mais quand même. Souvent, ça foire et puis parfois, ça marche. Oui. Donc, mais il faut quand même garder, je trouve que si ça flambe trop, moi, en tant qu'investisseur, je dirais, je passe mon tour. Très clair. Parmi pour nous faire la transition sur la suite. Juste sur un point, Xavier, ouais. parce que c'est un sujet super important. On est les rois du monde dans l'intelligence artificielle. On a des écoles d'excellence qui nous sortent des ingénieurs. Dans toutes les initiatives d'intelligence artificielle, où qu'elles soient dans le monde, on a minimum 20 à 30% de Français dans les équipes. Et je pense que justement ces baisses de valorisation, des rémunérations plus raisonnables, vont faire que dans les peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans qui viennent, on va avoir des dizaines de startups d'intelligence artificielle incroyables qui vont avoir un peu d'argent pour des salaires notamment, donc ça va être un autre point, et un peu de calcul. Donc des boîtes françaises, parce que oui, des françaises, ça on savait, mais des boîtes françaises, malheureusement. Aujourd'hui, chez Facebook, tous les gens de l'intelligence artificielle sont en train de partir. Chez DeepMind, ils sont tous en train de partir. Chez Google, une grande partie sont en train de partir. Ils font des plans sociaux, ils peuvent plus recruter. On a ces talents qui reviennent en France, qui ont envie d'être en France. On va avoir des boîtes d'intelligence artificielle en France incroyables dans les 6 mois ou l'année qui viennent. On en parlait à l'arrache sur un sujet qui est là et on peut en parler après. Mais on a des dizaines d'initiatives incroyables avec des ambitions qui sont au top mondial, qui dépassent ce qui peut exister. Et peut-être par rapport à ce que dit Xavier, moi j'habite Marseille et j'essaye de développer un peu l'activité économique à Marseille et notamment tout ce qui concerne le digital. Pourquoi ne pas faire quelque chose au niveau de l'intelligence artificielle à Marseille? Nous, on ouvre une académie à la fin de l'année prochaine, de cette année, qui s'appelle Tangram. Peut-être de demander à la BPI de nous accompagner aussi, mais Marseille a besoin elle a beaucoup de soucis en ce moment, mais si on peut lui donner un peu d'espoir. Alors, il y a un vrai sujet là-dessus, c'est que ce sont des gens qui reviennent des US qui sont très habitués au télétravail. Donc, dans leur contrat de travail, ils nous disent une journée de présentiel, c'est déjà beaucoup. Bon, c'est des discussions qu'on peut avoir. Alors, peut-être qu'ils vont être à Marseille, le siège social peut être à Marseille, mais je sais pas, tu vois après comment tu cales tout ça. Marseille en remote, c'est sympa. Hein. Ils retrouveront la mer à Marseille, voilà. Donc il y a une chance. Non, sur le sujet de l'intelligence artificielle, je pense que c'est exactement ce qui a été discuté. On est aujourd'hui à l'aube d'une révolution sur des technos comme l'intelligence artificielle, le quantique, etc., où les talents sont ici, le financement est ici, et tout est à construire. Et ce qu'on voit, je pense, c'est en plus une combinaison de l'État qui a quand même décidé d'y aller assez fort avec 54 milliards sur France 2030 sur ces technologies, des gens qui reviennent, des investisseurs qui sont prêts à continuer à prendre des risques. Tous les ingrédients du succès sont là avec les 10 ans d'expérience qu'on a en plus de la French Tech pour créer ces géants technologiques ici. Et c'est même pas seulement une opportunité, c'est presque un devoir. Parce que toutes ces technologies qui sont en train d'exploser, je pense bien sûr à ChatGPT, l'initiative de Baidu côté asiatique, si on ne met pas l'énergie qu'il faut pour les créer ici en France, on risque d'avoir de sacrés problèmes dans les prochaines années, que ça soit d'un point de vue économique ou simplement d'un point de vue des valeurs de ce qu'on veut construire. Donc moi je suis extrêmement optimiste
parce que, exactement comme le disait Xavier, on a les talents, on a le financement, et ces entreprises, on va les construire en France, fort de l'expérience qu'on a des 10 dernières années. L'autre grand sujet du moment et qui va nous intéresser là, sur le prochain quart d'heure, c'est la décarbonation. Xavier, parmi les dernières initiatives, après Station F42, etc., il y a eu Hectare, il y a 2-3 ans. Comment ça se passe? Un mot? Ça se passe bien. On avait toujours en tête le modèle de 42, où on forme, je crois qu'on a 15 000 élèves dans le monde, donc le truc cartonne. Donc ça se passe bien. Le sujet, c'est que c'est pas encore massif, mais on a des centaines de milliers d'agriculteurs qui sont des entrepreneurs, qui vont partir à la retraite et qu'il faut qu'on remplace. Et donc comment on arrive à attirer des nouveaux talents, et c'est toujours l'idée, parce que un agriculteur, c'est un entrepreneur, et comment on est capable de pousser des jeunes à se dire j'ai envie de voir le monde différemment, de participer à un monde décarboné, de participer à la création d'une alimentation d'une manière différente. C'est pas être contre la viande ou des choses comme ça. Parfois, là-bas, on se fait souvent agresser. Des gens disent, vous voulez plus d'animaux, vous voulez que de la viande végétale. Non, attendez, on fait de l'agriculture classique. On a des vaches, on a plein de trucs. Mais l'idée, c'est de dire comment on forme des agriculteurs différents et comment on pousse des jeunes à aller vers l'agriculture parce qu'on va en avoir besoin. Et on pense que c'est un vrai sujet. Il y a un truc, moi, qui dans 15-20 ans, m'hallucine. Je crois j'ai vu Marc Simoncini, je me souviens qu'on avait parlé de ça une fois. Il y a 20 ans, quand on recrutait quelqu'un, le premier argument, c'était le salaire. Et aujourd'hui, ce truc-là a changé. Le premier argument, c'est quoi l'intérêt du projet? Est-ce qu'on va sauver le monde? Le deuxième argument, c'est quoi l'ambiance de travail? Et 3, le salaire. De toute manière, je vais te payer partout pareil. Et ce qui est quand même un vrai changement pour des vieux comme moi, je n'intègre personne d'autre, c'est vachement dur en fait, parce qu'avant, je te monte ton salaire, tu restes, tout va bien. Non, attends, le projet c'est de la merde, on tue des gens, ah mince, ça va être dur. Je vais donner une preuve presque absolue de ce que tu viens de dire, on en est assez fiers. C'est que, vous savez, chaque année, on mesure quelles sont les sociétés de private equity les plus désirées par les candidats. Bon, cette année, c'est le BPI. Et c'est donc la seule société de private equity dans laquelle il n'y a pas de carré d'intérêt. C'est quand même frappant, non? Voilà, donc ça dit bien ce que tu dis. Le purpose est, comme on dit, hein, donc la question de la mission est absolument fondamentale. L'ambiance aussi, oui, tout à fait. La capacité à déployer aussi, je pense que ceux qu'on recrute veulent avoir une aventure par an. Une espèce de Paris-Dakar. Tu es investisseur chez moi, je te paie bien quand même. Voilà. Oui, donc nous jouer. Il te fait un très très beau dividende cette année. Non, sur la question du carbone, c'est peut-être important que vous sachiez que, vous savez, on a lancé un plan Deep Tech. C'était en janvier 2019. C'était en fait la vague qui est venue après la grande vague digitale de la French Tech. Bon, donc le plan Deep Tech, on s'est fixé comme objectif de permettre la gestation de 500 startups Deep Tech par an à horizon 2025. On est à 332 maintenant, 2022. On a commencé à 50. Donc ça, c'est des startups qui viennent de la recherche des universités françaises. La moitié, c'est ça le point que je voulais faire, c'est de la green tech. La moitié. Hein. Maintenant, si on regarde le private equity, donc c'est chez José qui est ici au premier rang, ça c'est nos investissements en capital développement classique, hein. La moitié du deal flow, aujourd'hui, là en ce moment même, c'est du green. La moitié. Hein. Donc la transition de BPI France vers Banque du Climat, toute verticale confondue, elle est désormais très très avancée. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va avoir besoin, là j'imagine qu'il y a beaucoup de fonds dans la place, on va avoir besoin de vous, parce que les capitaux nécessaires pour faire les levées sur ces startups green tech qui sont en fait assez rapidement des startups industrielles sont très importants. Très très importants. Beaucoup plus importants que les capitaux nécessaires pour faire des belles boîtes de digital. Hein. Et donc, les levées sont difficiles. Les levées sont difficiles. Et ça me fendrait le cœur que ce soit des fonds américains, beaucoup, ou des fonds hollandais, qui sont très bons en la matière, comprennent le sujet avant l'écosystème français. Donc, il y a vraiment une nécessité pour l'écosystème de s'emparer du sujet des startups industrielles. C'est très, très, très important. C'est tech in fab, hein, donc le coq bleu, le coq rouge se mélangent désormais, de plus en plus. C'est fondamental. C'est une autre finance, parce qu'il faut accepter et reconnaître, et les LP, en tout cas nous, on est d'accord, que les multiples à la sortie seront très élevés, mais les TRI plus faibles, parce que ça prendra plus de temps. Ça prend plus de temps de monter une vraie entreprise industrielle. Hein. Donc c'est un horizon de temporalité auquel les fonds digitaux sont pas forcément habitués. Mais bon, ils n'étaient pas non plus habitués au quantique. Hein. Ils n'étaient pas bon. Donc ça, c'est une vague dont il faut absolument s'emparer. Merci Nicolas. Vous me faites la transition donc sur le climat tout de suite. Notre deuxième échange accueille à nous rejoindre sur scène donc Véronique Vintos, Gaëtan Bonhomme et Rachel Delacour.
et Rachel qui nous rejoint. Vas-y, je t'en prie. On a donc Rachel Delacour, Sweep, Véronique de Nukai. Rachel, tu es sur une plateforme pour piloter et surtout décarboner donc les entreprises. Véronique, l'IA nouvelle génération, plus humaine et moins énergivore, je dirais. Et Gaëtan, alors c'est pas un fonds français, on va dire, c'est un fonds global, mais à l'initiative d'un Américain, Breakthrough Energy, lancé il y a quelques années, on va dire en marge de la COP 21, enfin l'issue de la COP 21, initiative de Bill Gates. Au début, je crois, un gros milliard sur les US, et maintenant vous êtes présent en Europe, c'est ça, Gaëtan? 1, 2, 1, 2. Oui, c'est un fonds un peu sous-marin, donc je suis un semi-traître, moi, donc je suis franco-américain, français d'origine, j'ai fait ma start-up aux États-Unis. Je m'excuse. Revendu en France. Je l'ai sorti aux États-Unis, puis je suis revenu en France. Donc maintenant, je fais du capital risque en France, avec un fonds américain qui a investi dans un fonds européen. Donc Breakthrough Energy Ventures, c'est un fonds que Xavier connaît bien. C'est un fonds, la figure de proue, c'est Bill Gates, mais il y a beaucoup d'investisseurs internationaux. Jack Ma, par exemple, de Baidu est dedans. Il y a Xavier. Il y a Hasso Plattner qui a fait SAP, qui est une start-up d'il y a très longtemps, mais qui a révolutionné l'univers industriel, etc., etc. Donc c'est un groupe de family office, essentiellement des gens dont on se rappelle plus qu'ils étaient des entrepreneurs. Bill Gates, c'était le tank kid chez IBM, c'était la personne qui sortait de high school, qui allait travailler chez IBM à l'époque où on pouvait payer les gens à grands coups de sachets de Tang. Voilà, donc ça c'est Bill Gates quand même. Et donc ce groupement a dit il faut qu'on fasse quelque chose sur le clean tech, le climate tech maintenant. Et l'idée c'était de faire un fonds iconique, et je crois que ça l'est devenu, et c'est en rien grâce à moi. Ça l'est devenu parce que l'idée c'était montons un fonds, donc 2015, à l'époque où il y avait plus personne qui finançait le clean tech, montons un fonds iconique, 1 milliard, 1,2 milliard, et un fonds qui va durer 20 ans pour avoir une échéance de temps plus longue, qui va supporter des startups pendant plus longtemps, et qui n'investit que dans des choses où, à l'échéance 2050, on voit comment cette technologie portée par cette startup devient une plateforme responsable de 0,5 gigatonnes ou plus, mais le minimum c'est 0,5 gigatonnes de carbone équivalent par an. Donc c'est 100 millions de voitures sur la route équipées de cette technologie, c'est 100 gigawatts de puissance installée, etc., etc. Donc c'est vraiment avant tout un objectif d'impact, et l'idée c'était de se mettre dans une dialectique de marché, et donc l'idée c'est d'avoir un fonds for profit. Pour que les startups dans lesquelles on investit ne soient pas des startups de la philanthropie, ce soient des startups qui vont remplacer les industries. Voilà. Vous avez vocation à en faire, je crois, quasiment un par pays en Europe, grosso modo. Alors en Europe, on a un fonds de 100 millions d'euros. Ouais. 50 millions d'euros vient de ce fonds BEV dont je viens de parler. 50 est une contribution de la Commission européenne. Donc on est par nature pan-européen. Donc Nicolas Dufour dira c'est pas assez. 100 millions pour l'Europe, c'est pas assez, il faut plus. Oh ben largement, oui. Largement. C'est tout petit pour l'Europe. Ce que je vous propose, là, pour ceux qui viennent de rejoindre, donc Rachel, toi Gaëtan et Véronique, après ce petit pitch chacun, et après je laisserai évidemment Véronique et Rachel représenter donc Sweep et puis Nukai, d'interagir avec les speakers de la première table ronde. Est-ce que Gaëtan, vous avez une question pour un de nos... Moi, c'est ma question. Je débarque des États-Unis il y a 3 ans, après avoir passé 17 ans, et dans ma tête, je suis un global citizen. Et donc, quand on me dit, t'es en France, mais tu fais le fonds européen, beaucoup de choses auxquelles je me heurte, c'est des silos nationaux, en fait. Et moi, ça me fait peur, parce que je pense que si on revient dans les silos nationaux pour les investissements, on va pas résoudre le problème du climat. Et donc, la question, c'est comment on continue à essayer de faire de la promotion nationale, parce que c'est très important d'industrialiser dans un pays, mais en même temps, comment on garde un œil sur le fait qu'on doit être, en l'occurrence en Europe, de mon point de vue, pan-européen. Nicolas ? Deux réponses à la question. La première, c'est que nous, on investit beaucoup dans les fonds européens. Alors parfois sans condition. Parfois, on dit investissez en France 2 fois ce qu'on a mis chez vous. Voilà. Ça dépend des fonds, des poches dans lesquelles on tape, mais on le fait beaucoup. Et par ailleurs, les fonds français dans lesquels on investit ont la possibilité d'investir hors de France jusqu'à 50%, parfois même 60% du fonds. Donc on veut absolument mailler le capital risque européen. On veut le mailler. Un jour,
On a même dit qu'il fallait qu'il y ait une sorte de côte ouest américaine, une côte ouest européenne qui part de Stockholm, qui descend sur Amsterdam et qui ensuite longe la côte. Enfin bon, on considère Paris comme une ville côtière peut-être, etc. Mais avec Londres, tout cet écosystème-là, la côte ouest européenne. Donc on y croit énormément. Vous avez tout à fait raison. Ensuite, sur la question des gros projets à financer, on va pas se cacher la vérité, c'est que les pays européens sont en concurrence les uns avec les autres. Terrible. Terrible. Donc il y a pas de coordination, il n'y a pas de volonté de coordination. Et donc on se bat tous les jours pour attirer les meilleurs projets, pour attirer les meilleurs financements, pour faire les entreprises chez soi. Et je suis bien d'accord que ça pose un vrai problème. Hein. Et la Commission européenne, elle fait ce qu'elle peut pour tenter de rassembler son troupeau de chats, mais elle n'y arrive pas. Clara, pour compléter. Je nuancerais peut-être juste avec un point, c'est il y a une initiative qui a été annoncée par Bruno Le Maire il y a maintenant 1 an et qui le fonds est levé depuis, enfin en tout cas une partie du fonds est levée, 4 milliards sur les 10 milliards d'un fonds qui s'appelle Scale Up Europe, qui est allé chercher dans tous les pays européens auxquels tu peux penser des fonds pour se dire il faut qu'on se dote avant tout d'une capacité de financement late stage au niveau européen si on veut faire émerger ces géants européens. Donc le fonds vient d'être closé, il y a des premiers tickets qui vont être mis en fonds. Je pense que ça va dans le bon sens et ça montre qu'il y a cette volonté de coopérer. Après, c'est sûr que je rejoins Nicolas, on est quand même toujours content quand les projets sont implantés en France et ça c'est un vrai challenge. Rachel, on en vient à Sweep, donc ta plateforme, deuxième success story, pourrait-on dire en devenir, hein, mais que tu as lancé il y a 2 ans sur la décarbonation, tu as déjà levé 100 millions avec cette aventure. Oui, comme quoi c'est aussi possible et c'est Climate Tech en question. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'argent n'a pas disparu et ça capte encore beaucoup de l'investissement aujourd'hui et tant mieux. Et moi, je voulais juste aussi redire que ces 2 entreprises que j'ai créées, la première, je l'ai créée au moment des subprimes, donc voilà. Et finalement, je pense avoir eu une histoire très sympa sur ma première entreprise que j'ai revendue à Zendesk en 2015. Et puis finalement cette deuxième entreprise, je fais ma série B au moment de l'entrée de Vladimir Poutine en Ukraine et ouais le monde change quoi. Mais j'adore en fait créer ces entreprises en pleine période de crise finalement parce que en effet ça a le mérite d'écrémer aussi un peu le marché. Alors pour le coup, moi je suis dans cette catégorie d'entreprise qui a réussi à lever sur de grosses valorisations, sur des montants assez fous. Eh ben tant mieux, j'en suis hyper contente. Et c'est chez moi et c'est pas ailleurs. Et voilà. Et donc ça me permet d'être extrêmement bien financée pour être un vrai partenaire du temps long. Moi je m'adresse aux entreprises d'une assez grande taille, aux institutions financières qui veulent décarboner leur portfolio de participation et j'ai besoin de ce temps long, j'ai besoin d'être très bien financée, j'ai besoin d'avoir les meilleurs experts avec moi et je suis ce que j'ai capté à ce moment-là, j'en regirai mais jamais en plus c'est vrai qu'on a en Europe on évolue dans un univers particulièrement contraint sur les sujets climatiques. Des petits mots sympas que vous allez de plus en plus entendre, type CSRD, etc. Enfin bref, un niveau de compliance en Europe, et c'est pareil, tant mieux, quoi. Hein, des entreprises qui deviennent aussi très exigeantes auprès d'acteurs comme moi-même, avec Sweep, avec des outils qui doivent très très bien les équiper pour analyser leur data, décarbonation, etc. Et en fait, on évolue dans un milieu tellement contraignant que la barre est vraiment à très très haut niveau et on a vraiment cette capacité de faire émerger les pure players digitaux de la décarb, des climate tech en Europe parce que on nous demande vraiment tout de suite d'être au top. Le niveau d'exigence des entreprises, nos clients sont à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que les pure players mondiaux seront européens et certainement très français. T'as une question pour Xavier, Clara, Moi, j'ai une question Nicolas, pour Monsieur Rodolphe. Saadé sur ces sujets de décarbonation. Si vous nous décriviez une CMA-CGM compatible avec un monde neutre en carbone et les limites planétaires, ce serait quoi en très peu de temps? Parce qu'on compte sur vous. À la réponse. Non. On a 2 métiers chez CMA-CGM, voire 3. Les bateaux, la logistique et les avions. On est engagé à ce qu'en 2050, au niveau de nos bateaux, on soit carbone zéro. Donc, ce qui fait qu'on investit massivement dans de la R&D pour propulser nos navires au LNG et maintenant au méthanol. Le méthanol nous permet de réduire nos émissions de CO2 d'environ 70%. Donc, nous, on a
La démarche est en place et on essaie d'accélérer, mais il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui dans le domaine du transport maritime qui mettent ces investissements sur la table. Pour aider à notre décarbonation, j'ai aussi créé un fonds énergie doté d'un montant d'1,5 milliard qui investit dans tout ce qui concerne la décarbonation de l'industrie du transport maritime et de la logistique, mais pas que. Donc s'il y a de l'intérêt dans cette salle, le fonds énergie de CMA-CGM peut évidemment vous aider à décarboner. Donc moi je regarde mes métiers, mais également ce que font les autres, et avec notre fonds, on essaie aussi d'accompagner. Merci. Véronique, on termine ce tour de table avec vous. Donc Nukai, est-ce que vous pouvez nous présenter comme ça en mode pitch elevator 1 minute 30, parce que ça pourrait durer longtemps, hein, ça part... 3 minutes. 3 minutes, ok. Ouais, okay. Ça part du bridge, je crois. Oui, enfin, ça part pas du bridge en fait. À la base, ça part d'un constat que en 2018, on était en plein hype de l'IA, hein, vous l'avez tous vu. Et en fait, moi, d'un point de vue de chercheur, c'était pas un hype de l'IA, c'était un hype d'un tout petit bout de l'IA. Alors, très efficace, mais sur certaines choses, sur des tâches, je vais pas dire bêtes, mais quand même recherche de patterns, etc. Et ces approches, elles ont beaucoup de défauts. La première, c'est qu'elles consomment énormément d'énergie. Je reviendrai là-dessus. La deuxième, c'est qu'elles sortent complètement l'humain de la boucle. Donc, il n'y a pas d'explication. C'est la machine fait ça, fais confiance, fais ça. Donc ça, c'est vraiment un problème. Et en fait, fort de ce constat, ça c'était mon constat, en 2018 avec Jean-Baptiste Fantin, qui lui est BizDev et qui avait le même constat, qui se disait mais j'accompagne des boîtes, mais c'est la misère l'IA, c'est pas ce que tu me racontes. Donc on a décidé de créer une boîte qui sorte complètement de ce schéma et de créer ce qu'on appelle des IA nouvelle génération. Alors nouvelle génération, c'est simple, c'est pas l'inverse, hein, on n'est pas ennemi des méthodes, c'est on a des problèmes à résoudre, et on va utiliser différents paradigmes de l'IA et pas celui qui est à la mode. Et puis surtout, on va garder l'humain dans la boucle. Parce que quand on garde l'humain dans la boucle, on récupère son expertise. Et c'est complètement idiot de dire, regardez, je suis très fort, je prends des millions de data, je vais retrouver une règle. Super, autant discuter avec les experts. Donc pour faire ça, il faut avoir une bonne interface entre l'homme et la machine, dans les deux sens. L'homme demande des choses à la machine, mais on a créé quelque chose où la machine va demander des choses à l'homme et ça va l'aider à aller beaucoup plus vite. Ça, c'est la phase 1. La deuxième, et en 2018, c'était un petit peu bizarre, on parlait déjà d'IA explicable, on disait, voilà, on va faire des machines qui prennent des bonnes décisions, mais qui fournissent des explications. Comme ça, l'humain pourra dire, ah non, c'est nul, revois ça, et c'est en fait une sorte de boucle. Et la troisième chose, c'est le côté énergie, vraiment... arrêter de pourrir la planète avec tous les centres de calcul. Mais c'est sincère. Hein. Bon. Et en fait, on s'est servi du bridge. Et pourquoi le bridge ? Parce que le bridge a résisté à toutes ces méthodes. Parce que c'est un jeu qui nécessite plus du raisonnement, de l'intelligence et des explications et surtout que le Go ou les échecs. Et surtout, c'est un jeu qui est très très proche des applications réelles. Donc nous, on touche pas au problème de reconnaissance d'image, etc., parce qu'ils sont très très forts. On va toucher à des problèmes où il y a besoin d'une sémantique, où il y a besoin de récupérer l'expertise humaine. Alors, grâce à ce challenge, on a pu mettre ensemble, parce qu'évidemment, c'est pas tous les deux qu'on allait révolutionner le monde, et on a une équipe de 20 personnes profils complètement divers. Il y en a qui ont des bac -10, bac +10, on s'en moque. C'est des gens qui sont fidèles, c'est notre clan, c'est des gens en qui on a confiance. Je pense qu'ils sont plus protecteurs de Nukai que nous. Hein. Et on s'est pas installé à Station F, désolé, on s'est installé dans une maison sur la butte aux Cailles. Vous êtes tous invités, c'est super sympa pour rencontrer l'équipe. Et puis en fait, à la base, il y a eu 4 business angels qui nous ont fait confiance. Merci à eux. On avait 6 slides pourris, on n'avait pas le début d'un truc, mais ils ont compris l'esprit. Et puis, on leur a fait 2 promesses. Petit 1, on va adresser un challenge sur un bout du bridge. Et petit 2, c'est juste un bac à sable et très vite, on va transférer ça sur des problèmes de la vie réelle. Alors, je vais en accélérer. On est largement à 3 minutes, là. Au bout de 4 ans, au bout de 4 ans, on a adressé un challenge et vraiment, on a tout mis sur la table parce qu'on savait absolument pas le niveau de notre robot. Notre première conception, c'est c'est un robot nouvelle génération. Il est économe. On a dépensé 200 000 fois moins de ressources que par exemple DeepMind pour AlphaGo. Il donne des explications et il a gardé l'humain dans la boucle, c'est-à-dire qu'il a appris des stratégies, il a récupéré l'expertise humaine. Voilà. Et on a fait ce challenge, on a battu les 8 champions et
tout a changé. Il y a 8 Enfin, champions du monde de bridge. Oui, 8 Il y a champions quelques du monde mois, de ouais. bridge. Il y a un an. c'est ça. Ça, c'était il y a un an. Ouais. Ça, c'était il y a un an. Alors, il y a eu beaucoup de buzz, hein, plus ailleurs qu'en France. Hein. En France, c'était plutôt Ouest France, et ailleurs, c'était le Guardian. Hein, désolé, mais c'est sincère. Hein, vous pouvez regarder. Mais en fait, ce qui a changé, c'est que déjà, il y a eu une énorme reconnaissance scientifique. Hein, c'est-à-dire que derrière, on n'a pas du tout pipoté. On a fait un challenge très très fair parce qu'on est tous les deux des bridgers. Et puis surtout, on a expliqué aux gens que c'était pas pour dire regardez, on a fait ce que DeepMind est... Non, pas du tout. C'est pas on est les plus forts. C'est regardez, on va transférer ça. Et là, ça fait 1 an. Et au bout d'1 an, on a vraiment transféré donc sur de l'aéro, sur de la cyber, sur de la finance, sur de l'assurance, etc. Et ça va très vite parce que en fait, on a des méthodes qui sont pas du tout ad hoc sur le bridge. C'est des petits moteurs différents, super intelligents. Et après, c'est le temps de les customiser pour les différentes applis. Alors, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que par rapport à l'argent, hein, alors moi, vous avez compris, je suis pas le business guy. Il y a Jean-Baptiste Fantin, si vous avez des questions. Mais le truc que j'ai compris, c'est qu'en fait, on n'était pas du tout dans ce truc de dire, waouh, je vais lever 30 millions, 50 millions. D'ailleurs, il y a des gens qui venaient, je te pose 20 millions sur la table. Ouais, pourquoi faire? On n'avait pas ce besoin-là. On voulait faire nos preuves. On a travaillé dans l'ombre. Au bout de 4 ans, on a eu ce challenge. Et maintenant, on est approché. Maintenant, de délivrer, ça va très vite. Donc là, je crois qu'on a un buffer d'1 an. Ça, c'est bien. Mais on va essayer de lever avant parce que il faut délivrer, il faut s'installer ailleurs, ça va à 100 à l'heure. Et l'idée, c'est pas de lever une certaine somme d'argent sur tel valo, etc. L'idée, c'est en fait de trouver des investisseurs sur le long terme. C'est pas des gens qui se disent tiens, je vais faire x10. C'est des gens qui vont être là, qui vont rester, qui vont croire à l'aventure parce que c'est une super aventure et surtout qui vont nous aider. On n'est pas autosuffisant. Les premiers investisseurs nous ont très très bien accompagnés. Maintenant, il en faut d'autres. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent vous aider. Est-ce que peut-être. vous avez une question, Véronique? Ouais. Ah bah juste, oui. Alors une question donc pour Rodolphe. Ouais. En gros, elle concerne cette histoire de d'implantation à l'international. Et en fait, quand je disais ça va très vite. Très récemment, on a commencé à avoir une implantation à Singapour et là, ça a été à 100 à l'heure. C'est-à-dire que les temps de réaction correspondaient tout à fait à ce qu'on attendait. Il y a eu un boost énorme de la partie commerciale de Nukai. Donc, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que finalement, le vent a tourné et si on devait s'installer, ce serait plutôt en Asie? Je pense que vous avez une grosse expérience de ce genre de choses et quels seraient vos conseils? J'ai une deuxième question qui est la même, mais je rebondis sur ce que vous avez dit. Notre idée, c'est aussi de faire des implantations au niveau national. Ça veut dire, par exemple, Rennes, parce qu'il y a des choses, ou Marseille, si on doit travailler avec des gens, parce que l'idée, nous, comment on garde les humains? Il n'y a pas de télétravail, hein, quasiment pas, hein, désolé. Au contraire, on travaille avec les humains et il faut être près des humains. Est-ce que ça aussi, ça fait sens? Moi, la planète de jeu est le monde. Et dans mon secteur, je suis obligé de travailler avec le monde. Donc, j'encourage à pas vous concentrer sur l'Asie, concentrez-vous sur le monde. Si vous avez l'opportunité d'aller en Inde, en Chine, aux États-Unis, au Chili, au Liban ou ailleurs, bougez. Parce que c'est là où vous allez rencontrer des gens qui vont vous apporter quelque chose, pas que de l'argent, mais une idée, un concept, une envie de voir les choses un peu autrement. Donc moi, je vous encourage, restez en France parce que le pays est très beau, mais allez voir ailleurs ce qui se passe. Okay. Allez voir ailleurs ce qui se passe et n'hésitez pas. Donc il y a des jeunes dans la salle et des moins jeunes. Moi, j'ai vécu beaucoup à l'étranger. Je suis depuis quelques années maintenant basé à Marseille, mais mon terrain de jeu est le monde. Et je suis ravi d'être en France, mais mon terrain de jeu est le monde. Bon, on va faire tourner un ou deux micros dans mais Véronique, les 20 millions, Rachel. Prends-les, les 20 millions. Non. Ouais, il pourrait faire encore plus froid demain. Lui, il dit oui, moi je dis non, alors ils sont là, mince, c'est quoi? C'est bien, c'est chez toi. Allez, on va faire tourner le micro. Qui a une question? Super, ça commence. Bon, le temps que le micro arrive. Xavier, vous jouez pas trop globalement? Un peu l'Italie, mais sinon avec Iliad Free. Non, quand on parle de terrain de jeu, on fait des télécoms dans 19 pays dans le monde. On est investisseur 19 pays, oh là là, je suis pas à jour moi. Dans 112 pays, si je me trompe pas. On avait une super start-up au Vietnam dans les NFT, mais je crois que c'est un peu parti pas top.
On avait une boîte de formation en Afghanistan. Les 2 dernières années ont été très complexes. On avait un Ça, opérateur. vous parlez trop loin, vous partez trop loin. On avait un opérateur télécom en Afghanistan. Alors là, on était opérateur historique en Afghanistan. L'Agacan a eu la gentillesse de nous sauver quelques mois avant que ça parte vraiment en vrille. Mais enfin, ça n'a pas été super. Non, on s'amuse ailleurs quand même. Sébastien, autant pour vous moi. êtes plus à la télé, vous suivez Je suis plus à jour, je suis plus à jour. Oui, le micro. Enchanté, Bonjour. bonsoir. J'ai une question pour Rodolphe. Un des enjeux, je pense, pour l'écosystème de start-up et pour la consolidation des jeunes entreprises en scale-up, etc., et notamment de pouvoir collaborer avec des grands groupes, parce que c'est bien de vendre des prestations à des petites structures, mais pour faire vraiment du chiffre et pour se développer, atteindre une vraie stabilité, c'est la collaboration avec les gros groupes est une clé essentielle. Comment est-ce que dans un groupe comme le vôtre, qui a, vous disiez, je sais pas, plus de 150 000 employés, 160 pays, la collaboration avec une start-up qui, par nature, est au début locale, pas forcément les reins pour assurer, notamment le financement, pour assurer sa stabilité, sa viabilité pour les années, pour plusieurs années, etc. Comment est-ce qu'on fait évoluer un groupe comme le vôtre pour faciliter la collaboration et comment est-ce qu'on permet à des boîtes, plein de startups qui sont ici, de rentrer en collaboration avec des groupes comme CMA? C'est vrai que c'est pas évident quand on est une start-up et qu'on vient voir un grand groupe, on a un peu peur de ce qui va arriver. On a une super équipe qui gère les nombreux incubateurs qu'on a à travers le monde. Nous, notre objectif, c'est de donner la possibilité à ces startups de venir chez nous. On ne s'oblige pas à travailler avec elles, mais on ne s'oblige pas à ne pas travailler avec elles non plus. Donc, on peut faire les deux. Je ne suis pas obligé d'investir non plus. Mais par contre, si je peux les aider en tant que CMA CGM, et notamment, on a pas mal de startups qui montent des concepts de drones assez innovants. Le concept est très intéressant. On a envie de travailler avec ces startups-là. Dans certains cas, ça se passe très bien. Dans d'autres, la startup prend un peu le melon et nous dit « je veux X, Y et Z ». Donc, au final, rien ne se passe. Donc, je pense qu'il y a un apprentissage des deux côtés. C'est pas uniquement CMA CGM qui doit apprendre, mais c'est la start-up aussi qui doit garder les pieds sur terre, au même titre que l'entreprise. Et à partir de là, il y a plein de choses qu'on peut essayer de développer. Nous, on a incubé des start-up avec qui on fait plein de choses et avec d'autres où ça ne donne rien. Donc, il y a pas on peut pas généraliser ou je donnerais pas le seul conseil que je dirais, c'est qu'il faut beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. Tant au niveau de la start-up qu'au niveau de l'entreprise. Une autre question courte, profitez de ce beau panel exceptionnel ce soir. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, nickel. Ok, bonsoir. Monsieur Saïdé, bonsoir. Bonsoir messieurs, dames. Désolé, je ne vois pas tout le monde. En dehors du fait que nous soyons Marseillais tous les deux, monsieur Saïdé, et que nous habitions dans le même immeuble à Marseille, je tenais à prendre le micro pour vous remercier. Monsieur Dufour, j'en ferai de même. Vous remercier pourquoi? Parce que nous sommes une entreprise marseillaise, une start-up créée il y a 15 ans, qui a dépensé 25 millions grâce en partie à la BPI pour mettre au point un standard, des outils de mesure qui nous permettent aujourd'hui, grâce à l'IA depuis 2 ans, d'être la seule plateforme d'émissions connectées dans le monde de la logistique, multimodale. Donc on touche un petit peu tous les modes de transport. Et nous venons d'être onboardés dans votre accélérateur Z-Box. Donc je suis ravi d'être là ce soir. J'ai fait le déplacement depuis Marseille pour vous voir et pour vous remercier. Vous auriez pu lui dire dans l'ascenseur quand même. Monsieur Dufour, oui, il y aura une question. Monsieur Dufour, mais en fait la réponse à ma question est ici, vient d'être apportée puisque le programme d'accélération que vous proposez consiste en une mise en relation avec des partenaires comme Projet 44, où nous avons déjà débuté alors que le programme débute dans 2 semaines. Donc j'ai surtout des remerciements à faire et je confirme le fait que pour ce programme-là, non pas l'incubateur mais l'accélération, les équipes sont au rendez-vous et je suis ravi d'en faire part aujourd'hui. La nouvelle est venue ce matin, donc voilà. Merci monsieur Dufour également. Plutôt un témoignage. Question. Oui, bonjour, Yanis Somi de la société Ciné. On est une entreprise de données dans le domaine maritime. J'ai plus une suggestion qu'une question. En fait, le maritime prend beaucoup de place dans nos vies, même si on ne s'en rend pas compte. Il y a le transport maritime, mais aussi 98% des télécommunications par les câbles sous-marins et l'éolien en mer. Et on a des super indicateurs comme le Next 40, le FT 120. On a aussi le Green 20, le Health
vin et bien d'autres encore. Et donc, pourquoi pas avoir le maritime vin pour toutes les sociétés du maritime, du transport maritime, de l'éolien, de l'Internet et autres. Et voilà, je voulais savoir un peu ce que le panel pensait de tous ces indicateurs qui y avait autour de la French Tech. En fait, plus que des indicateurs, c'est même des programmes d'accompagnement avec cette idée de se dire qu'est-ce que nous, on peut faire pour vous aider à accélérer et passer un peu au-dessus de toute cette parfois lourdeur administrative qu'on peut connaître en France. Donc le Next 40, French Tech 120, Else 20, Green 20, etc. Sont vraiment à disposition de toutes les boîtes qui sont dans la salle pour accélérer sur vos questions. Quant à la question du maritime 20, c'est intéressant. On est sûr d'une chose en tout cas, c'est qu'on veut mettre l'effort, comme je disais tout à l'heure, sur toutes les verticales d'innovation de rupture sur lesquelles la France a une place énorme à prendre. Je pense que le maritime 20 se retrouve en fait dans le Green 20 et d'ailleurs dans le French Tech 120 et le Next 40, parce que les leaders de l'innovation maritime de demain seront des leaders de la transition écologique. Je pense que la question tout à l'heure était extrêmement bien justifiée. Et les boîtes qui vont, je pense, devenir des géants dans ce secteur seront celles qui apporteront les solutions dont a besoin Monsieur Sadé pour continuer à faire du transport maritime sans abîmer notre belle planète. Merci Clara, une question au fond. Oui, 1, 2, 2. Je sais pas si ça marche. Oui, bonjour, Adrien Eldorado. J'ai une question pour Nicolas Dufourcq. On a dans la salle pas mal de personnes qui ont connu la croissance de l'écosystème, la naissance même de l'écosystème. Il y a eu les 10 ans de France Digital, de la French Tech, il y a eu pas mal d'anniversaires. On peut dire que 5 premières années de démocratisation de l'entrepreneuriat, 5 années d'accélération avec le financement. C'est quoi votre avis et votre boule de cristal sur les 5 prochaines années? C'est sympa. Non, Nicolas Desbrèches, j'aimerais dire qu'on s'est connus en 98 ou 99 et qu'on était déjà des startups. C'est vrai, donc on est les très très vieux là. Vous avez raté quand même 15 ans avant. Il a essayé de me recruter 2 fois. Et donc dans les 5 années qui viennent, bon, la vision stratégique, elle est beaucoup liée à l'essor incroyable de la deep tech française, qui elle-même engendre son propre late stage, qui sont les startups industrielles, c'est-à-dire le renouveau complet de l'industrie française. Voilà, donc ça, il y a un axe qui est absolument fondamental, et si on le réussit, ça sera vraiment collectivement pour nous tous un sujet de fierté énorme. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est débordé de deal flow. Hein. Donc c'est toujours la même chose, c'est pas que je sois marxiste particulièrement, mais vous pouvez pas réussir quelque chose s'il n'y a pas une couche sociale qui monte. Et il y a une couche de nouveaux entrepreneurs, qui sont les entrepreneurs de la deep tech industrielle, qu'on connaissait pas du tout il y a 10 ans. Hein. C'est totalement nouveau. Et elle est elle-même la conséquence du changement culturel profond des universités françaises, auxquelles on a beaucoup contribué, parce qu'on laboure la campagne depuis maintenant des années. On fait des deep tech tours dans toutes les universités françaises depuis des années, hein, à la rencontre des chercheurs. On rentre dans les labos, on va dans les paillasses, on convainc les chercheurs de devenir entrepreneurs. Donc c'est en train d'arriver, ça. Donc cette couche nouvelle, c'est Gambetta qui parlait des couches nouvelles. Il y en a une, extraordinaire. Alors, il y en a une autre qui est en train de se lever, que Xavier connaît bien, qui est celle des quartiers. Très importante. Hein. Je pense qu'on la sous-estime complètement. Il y a une quantité d'énergie vitale, de quantité de mouvement, si je puis dire, à Marseille, qu'on va voir émerger maintenant et qui produira des très très belles boîtes. Pour ce qui est de ceux qui sont nés avant, hein, donc pendant les 5 premières années en particulier, et puis qui ont traversé le Covid, etc., et qui ont connu ce que vous avez décrit, bon, bah, c'est l'âge quand même un peu de la maturité aussi, hein, donc c'est un moment pour elle de réduire le cash burn, quand même, significativement, et puis de se projeter dans la taille maintenant. Hein. Moi j'étais au bord de Doctolib, Doctolib c'est une grande entreprise maintenant, hein. Ça n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'on pouvait imaginer. Et donc c'est des sujets de résilience, c'est des sujets d'opération, c'est des sujets de process, c'est des sujets que connaissent tous les corporate guys de la place classique, hein, j'ai envie de dire. Et ça, vous allez l'avoir dans beaucoup d'entreprises de la tech, de la French Tech, telle qu'on l'a connue. Hein. Donc c'est un changement culturel important. Ça veut dire aussi que ces patrons qui ont des parcours extraordinaires doivent aussi peut-être s'habituer à commencer à recruter des gens qui viennent pas forcément de cet écosystème-là, des gens qui ont connu les grandes boîtes, qui savent ce que c'est que de diriger des très grandes structures avec beaucoup de salariés, plusieurs pays. Hein, c'est quand même, et ça veut dire aussi que les boards de ces entreprises doivent changer. On peut plus avoir des boards dans lesquels il y a que des VC. Ça marche pas, ça. C'est un entre-soi culturel qu'on a trouvé fort sympathique au début, mais qui convient plus
pour des entreprises qui sont des entreprises à la taille. Voilà, donc toutes sortes de choses qui vont maintenant nous accompagner dans les 5 ans qui viennent. Merci beaucoup. On n'a plus le temps pour les questions, je suis désolé. Rodolphe, un mot de conclusion, si vous souhaitez. Merci d'être venu. Je trouve que c'était un super échange. Merci à Nicolas, Clara, Xavier d'être présents ce soir parmi nous. Je pense que c'est un exercice à répéter. Je fais un exercice un peu similaire à celui-là à Marseille vendredi, parce que je tiens absolument à montrer qu'à Marseille, il n'y a pas que le foot, il y a aussi des startups et qui fonctionnent encore mieux que le foot. Merci à tous d'être là. Merci à tous, bonne soirée. Merci à tous. On va aller boire un verre ensemble.